Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD sur En toute puissance de V6. Nous sommes sur la partie obstacles, motivation intrinsèque, l'ennui total et les bullshit jobs. Hop. L'ennui total et les bullshit jobs. On pourrait croire, avec l'apport théorique de la base motivation intrinsèque et l'observation des quêtes constructives, qu'une structuration optimale suscite la motivation intrinsèque chez l'individu, que finalement on pourrait être motivé par n'importe quoi du moment que la structure est bien conçue et qu'il n'y a pas de sapage des besoins. Les constructions qu'on a vues semblent aller dans ce sens. Cependant, on va voir qu'à se centrer exclusivement sur les structures ou à être obtus sur la recette magique du flow et de la MI pourrait être une erreur. Ces recettes sont absolument excellentes, mais pour certains contextes, il y a peut-être d'autres priorités de changement. Nous allons voir des environnements sociaux totalement inverses à ceux de la quête de constructive, extrêmement ennuyeux, entraînant donc le bore-out, et pour lequel les modalités structurelles vues en construction ne marcheraient pas. L'ennui en contexte autoritaire. L'ennui peut directement être issu d'un environnement autoritaire. Si l'autonomie est empêchée, l'individu ne peut pas prendre une initiative intrinsèquement motivante. Pour s'occuper, il est forcé de rester à s'ennuyer, à ne rien faire ou à faire des choses inutiles. Via ma participation à On vaut mieux que ça et les recherches pour l'homme formaté, voici quelques injonctions qui peuvent directement conduire à la destruction de la motivation intrinsèque. Et comme on le verra plus tard, elle plonge aussi dans une motivation, une orientation impersonnelle et participant au sapage des aspirations intrinsèques. Ouh, j'ai du mal là. L'interdiction de parler entre collègues, l'obligation de faire semblant de travailler même quand il n'a plus rien à faire, l'obligation de rester debout, souriant et avenant dans les métiers d'accueil et cela même quand il n'y a personne à l'horizon depuis des heures, l'interdiction d'écouter de la musique ou de la radio au casque ou sur un poste, l'interdiction de mener n'importe quelle activité qui pourrait occuper, l'interdiction de sortir du lieu où l'on est enfermé, l'interdiction de prendre des initiatives de travail, aller aider les collègues, commencer un projet autre, s'occuper d'une nouvelle chose utile à l'entreprise, etc. L'interdiction de manipuler les objets, de se comporter, de parler, de travailler d'une façon autre que celle prescrite par l'entreprise. On retrouve avec là le learn management subi par les personnes au bureau, comme chez les employés en restauration rapide, les téléopérateurs, etc. Être placardisé, être placé volontairement loin de l'équipe. Ici, on est sur les mêmes obstacles que tous les environnements contrôlants précédents. L'urgence n'est clairement pas à penser à augmenter la motivation intrinsèque, à viser le flow, mais à supprimer les obligations et à interdire qui sapent les besoins fondamentaux de la personne, parce qu'il est profondément insensé de les laisser en place. Bien souvent, absolument rien ne les justifie, puisque cela sape les capacités des personnes à être efficaces et à développer l'entreprise ou l'institution. Cela ne sert qu'à augmenter une domination improductive. L'ennui obéissant. Ici, il n'y a pas forcément d'interdit posé par l'environnement, il n'y a seulement rien à faire. Mais les personnes ont tout de même des accès à des ordinateurs, à leurs portables, elles ne sont pas surveillées ni contrôlées, elles peuvent s'occuper. C'est juste une absence de travail, et le problème majeur qui se pose chez ceux qui s'ennuient, semble être la honte. Et si c'était ça qui me démolit et me replonge dans la dépression? Je sais que je vais choquer les chômeurs et autres sans le sou, mais j'ai un boulot théoriquement de rêve, bien payé, dans un domaine intéressant, avec des collègues sympas. Mais voilà, pour le moment, c'est l'horreur. Je n'ai presque plus rien à faire. Tous les domaines techniques sont hyper organisés. Je fais plus que de la gestion. Ma faute, hein, je n'avais qu'à pas tout si bien organisé. Et les journées sont longues, comme un jour sans pain. Les personnes s'occupent, parfois, dépassant un peu cette honte. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de dire que je m'ennuie au travail, notamment depuis que j'ai lu que ceux qui s'ennuient ne sont pas les fainéants, mais au contraire, ceux qui veulent faire. Aujourd'hui, j'ai plus honte d'être au taquet à Duel Quiz et d'avoir franchi un bon niveau à Candy Crush. Mais demain, j'aimerais occuper un poste qui me donne envie de me lever le matin. Cela reste un ennui obéissant, dans le sens où il n'y a pas d'utilisation de ce temps disponible pour transformer la structure de travail, en faire autre chose, malgré l'ennui qu'elle génère. Un peu comme on l'a vu dans la partie désobéissance altruiste. Cependant, on en sait très peu sur ces structures où stagnent ses témoins. Peut-être qu'il n'y a pas d'opportunité pour tenter de les transformer. Le bullshit job, ou job de merde, n'est pas forcément lié à l'absence de travail à faire dans le cadre de son emploi, mais parfois si, notamment dans des situations de placardisation. Il est surtout un travail profondément démotivant, car il ne sert à rien, n'a pas besoin d'être.
C'est vrai que du coup ça peut s'éloigner un petit peu des emplois type McDo et compagnie, comme je vous ai dit tout à l'heure en parlant des bullshit. C'est vrai que là on est vraiment sur les métiers qui n'ont pas de sens. C'est ces métiers où quand tu vas parler aux travailleurs, ils vont te dire je fais ça, hein, mon travail c'est de faire ça, je suis payé à faire ça, mais je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas le sens, ça n'apporte rien. Mon travail, je suis payé à faire ça, mais ça ne change rien, ça ne fait rien. Et c'est du coup les métiers où vraiment il y a une perte profonde de sens entre ce qui est fait par les gens et ce qui a un intérêt à être fait. Et du coup, on est sur des personnes qui vont être totalement démotivées parce que tout simplement ce qu'ils font, ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Ils ont simplement l'impression que ça ne sert à rien du tout. Et c'est pas forcément que ça ne sert à rien du tout, hein, ça peut être aussi un cadrage qui fait qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, mais en fait il peut y avoir une réelle intérêt, une réelle utilité, mais c'est juste qu'elle peut être très 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 mal présentée pour le coup. Parfois, et même souvent, par contre, c'est véritablement des métiers qui au final ne servent à rien, ne changent rien. Vous pouvez avoir notamment pas mal de domaines qui peuvent être touchés. Prenez la formation, vous pouvez avoir des gens qui font des formations qui sont inutiles et qui du coup peuvent rentrer dans des situations après de burn-out. Donc c'est l'inverse du burn-out. Le burn-out, c'est que vous vous brûlez tellement vous faites, tellement vous dépensez, tellement vous donnez pour l'entreprise. Le burn-out, c'est exactement l'inverse. C'est que vous vous ennuyez tellement, vous n'apportez tellement rien, vous êtes tellement vidé, ou tellement vide de ce que vous faites que en fait vous perdez là-dedans quoi. Il y a tellement rien que vous êtes plongé dans l'ennui constant au point de finir par partir en dépression. Et donc là-dessus, vous avez des métiers en fait, par exemple en formation, vous pouvez avoir des gens qui peuvent tomber en burn-out parce que les formations qu'ils font, qu'ils dispensent en fait, sont des formations qui ne servent à rien et ils en ont conscience, ils peuvent en avoir conscience tout à fait parce que la seule chose à quoi ça sert fondamentalement en fait, c'est flatter les égos des dirigeants, ce genre de conneries. Mais du coup, toi, tu peux, quand tu fais cette formation, quand tu es amené à dispenser cette formation, avoir ce ressenti, ce retour-là, et du coup, tu as l'impression de faire un métier qui ne sert à rien, parce que fondamentalement, tu ne sers pas à grand-chose, à part dire au patron, ah ouais, t'es un bon patron, c'est cool, t'es bien. Qu'est-ce que tu fais, puce? Dis donc, c'est quoi ça? C'est quoi ce chaton-là? Moi, c'est quoi ce chaton-là? Oh là là. Attaque de chaton. Voilà, attaque de chaton. Oh là 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 là. Je t'aime ma puce. Moi je t'aime. Donc, voici une situation rapportée par David Graeber, un fonctionnaire espagnol qui pendant des années s'était chargé de la surveillance de l'usine des traitements des eaux usées. Puis il y a eu de nouveaux dirigeants, et ceux-ci n'aimaient pas ses sympathies socialistes, lui ont retiré toutes ses responsabilités. Le fonctionnaire en a été profondément troublé et il est tombé dans une dépression. On est donc ici dans une situation de placardisation, avec un ennui intense, une dépression. Sa seule activité au travail était à présent de rester assis et de faire semblant d'être occupé, mais avec l'aide et le feu vert de son thérapeute, il a décidé d'hacker ce harcèlement. Il allait expliquer à la compagnie des eaux qu'il était sous l'autorité de la municipalité, et la municipalité qu'il était sous l'autorité de la compagnie des eaux. Il se présenterait quand il y aurait un problème, mais sinon il resterait chez lui et semblerait à faire quelque chose d'utile de sa vie. Il y a donc chez ce fonctionnaire une mise en œuvre d'une solution concrète pour contrer les effets de l'ennui obéissant, tel que défini précédemment, et la destruction de ses besoins et motivations. Chez lui, il décide alors de se concentrer sur l'étude des écrits de Spinoza, au point d'en développer une forte expertise. Mais le subterfuge est découvert et il est condamné à 30 000 $ d'amende pour son absence à son poste. Son absence a été remarquée pour la première fois en 2010, le jour où il était attendu pour se voir remettre une médaille en récompense de ses années de service. Le maire adjoint, Georges Blas Fernandez, a ouvert une enquête qui révélait que Garcia n'avait pas été aperçu au bureau depuis 6 ans. Alors certes, il y a un problème d'argent public engagé dans cette histoire, mais on pourrait tout aussi bien juger que la première des fautes a été de le placardiser, et donc d'ordonner qu'il soit payé à ne rien faire. Souvent, les placards sont instaurés pour que l'individu démissionne de lui-même. Il y a une fonction harcèlement, assez irresponsable et peu rationnelle d'un point de vue financier, puisque l'autorité décide de maintenir le salaire d'une personne qu'elle ne veut pas voir travailler ni coopérer avec l'équipe. Ici, on ne connaît pas la nature précise de ce placard, qui semble tout de même étrange, puisque le fonctionnaire allait y être médaillé, ce qui rend encore plus incohérente toute cette histoire. Mais une meilleure organisation de l'environnement social n'aurait pas généré des postes sans but ni activité. Lorsqu'il y a des activités dans les bullshit jobs, elles peuvent être complètement insensées. L'armée allemande a un sous-traitant chargé de son service informatique. Ce service sous-traitant a un sous-traitant qui s'occupe de la logistique, qui lui-même sous-traite la délégation. Kurt, qui rapporte son bullshit job, fait donc partie d'un service sous-traitant, d'un sous-traitant, d'un sous-traitant de l'armée allemande. Je n'ai malheureusement pas fait de faute de frappe dans cette phrase.
Concrètement, si un soldat veut déménager son ordinateur dans une autre pièce de l'endroit où il travaille, il doit remplir un formulaire qui doit passer alors par le sous-traitant informatique qui doit le vérifier et l'approuver, puis le sous-traitant logistique qui doit le vérifier et l'approuver, puis il atterrit dans le service de Kurt qui demande alors du personnel pour déplacer l'ordinateur. C'est là que j'entre en scène. Je reçois un mail qui me dit « Va à la caserne B pour telle heure ». En général, ces casernes sont éloignées de chez moi, entre 100 et 500 km. Donc je dois louer une voiture. Je prends la voiture, je me rends à la caserne en question, j'informe le centre de régulation que je suis sur place, je remplis un formulaire, je déconnecte l'ordinateur, je l'emballe dans un carton bien fermé, je demande à un gars de la logistique de l'emporter pour le bureau d'à côté. Là, je déballe le carton, je remplis un autre formulaire, je reconnecte l'ordinateur, j'appelle la régule pour leur dire combien de temps ça m'a pris, je fais signer un ou deux papiers, après quoi je reprends ma voiture de location pour rentrer, j'envoie un mail à la régule avec tous les documents et je reçois ma paye. Donc plutôt que de laisser le soldat porter son ordinateur sur 5 mètres, 2 personnes font entre 6 et 10 heures de route au total, remplissent une quinzaine de pages de paperasse et gaspillent au bas mot 400 € de l'argent des contribuables. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est ce qu'on aime comme métier hein. Ah là là. Le talent. Le talent. Comment faire survivre la moindre motivation ou la susciter pour une activité aussi insensée? Le sens serait, comme l'explique Kurt, qu'il n'y ait pas toute cette chaîne d'activités bureaucratiques, qu'on laisse le soldat porter son ordinateur dans le bureau d'à côté sans contrôle injustifiable. Si on devait citer une seule bonne raison de considérer le boulot de Kurt comme l'exemple suprême du job à la con, ce serait la suivante. Son poste pourrait être supprimé sans que la face du monde en soit chaugée d'un iota. On verrait même probablement un mieux, puisqu'on peut supposer que les bases militaires allemandes seraient obligées d'imaginer des façons plus intelligentes de déplacer du matériel. Les individus en viennent à en souffrir, quand bien même ces bullshit jobs sont souvent bien rémunérés, offrent un bon statut. Et ils ont honte de souffrir, alors qu'il y a une maximisation des profits, aucune énergie dépensée et un bon salaire statut. Voici un autre cas, que Graeber qualifie de violence spirituelle. Eric, après avoir fait beaucoup de petits jobs très difficiles, obtient son premier emploi professionnel, après l'obtention de son diplôme. Son travail consiste à gérer une interface informatique dont personne ne voulait. Ils avaient besoin de moi justement parce que je n'avais pas les compétences requises pour mettre en œuvre ce projet dont ils ne voulaient pas. Et ils étaient prêts à payer pour me garder. Ah ouais, c'est quand même chaud. En vrai, je pense que j'ai déjà vu des trucs comme ça en plus. J'ai déjà vu des cas relativement équivalents à ça, c'est ça le pire. Hein. Quand je réfléchis, j'ai déjà vu des gens qu'on laisse à des postes en sachant pertinemment qu'ils sont pas compétents parce qu'on veut pas que ça marche. Sa lutte contre l'ennui et l'insensé commence. Il arrive de plus en plus tard au travail, en repart de plus en plus tôt. L'entreprise autorise une bière au petit déjeuner de temps en temps. Progressivement, il se met à boire de plus en plus et systématiquement. Il se met à lire des romans à son bureau, perfectionne son français. Au bout d'un moment, il décide de démissionner, mais son chef lui propose une augmentation de 2600 livres qu'il accepte à contre-cœur. Il raconte son ennui à un collègue d'un autre bureau. Ils s'arrangent ensemble pour se donner des faux rendez-vous. Il n'y a aucune conséquence. Alors la stratégie s'amplifie. Il organise des faux rendez-vous avec un bureau à Londres. Il passe la journée et la nuit à faire la fête. Revient au bureau dans un état lamentable. Il veut vraiment partir mais il n'y arrive pas. J'ai fait encore 2 tentatives pour donner ma démission. Chaque fois, mon patron m'a proposé plus de cash. À la fin, j'étais payé une somme insensée pour un boulot qui consistait tout au plus à répondre à 2 coups de fil par jour. Un après-midi d'été, j'ai brusquement fondu en larmes sur le quai de la gare de Temple Meads, à Bristol. J'avais toujours voulu voir cette ville. Du coup, je m'étais programmé une visite dans nos bureaux là-bas, pour faire le point sur le ressenti des utilisateurs. En vrai, j'ai passé 3 jours sous extasie dans une fête anarcho-syndicaliste organisée dans une maison du quartier de Saint-Paul. Ce sont les hallucinations, puis la descente qui m'ont fait réaliser combien cette existence stérile, sans rime ni raison, me foutait en l'air. On a ici une situation d'ennui total, qui n'est pour le coup pas du tout obéissante, mais ça n'a aucun effet. L'environnement social veut maintenir le salarié et le payer davantage pour ce poste inutile. Pourquoi vouloir à tout prix garder cette personne? Parce qu'en fait, ils ne veulent pas que la mission réussisse. En fait, c'est la situation où l'entreprise doit mettre en place quelque chose. Donc, elle doit le mettre en place. C'est une obligation qu'elle reçoit par hiérarchie, peut-être par un état, peu importe. Elle doit mettre en place un truc. Mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas que ça marche. Elle ne veut pas que ça fonctionne. Donc là, tu mets quelqu'un qui n'est pas compétent. Tu gardes quelqu'un qui n'est pas compétent, quelqu'un qui ne veut pas faire cette mission dans tous les cas, et tu le payes suffisamment pour qu'il reste,
Et le truc, c'est que, bah, en fait, au bout d'un moment, tu vas probablement finir par tomber en dépression parce que, bah, justement, tu tombes en burn-out. Tu es dans un moment où tu te rends tellement compte au bout de plusieurs années, parfois, que tu ne sers à rien, que tu ne fais rien, que tu finis par péter un câble. Qu'ils me prennent, moi je fous rien, pas de soucis, JDR toute la journée, payé à m'amuser et à mes trucs perso. Bah oui et non, parce que rends-toi compte d'un truc, ça peut être un projet pour lequel tu as des gens qui en sont en attente. Par exemple, les gens dans l'entreprise, les employés, tes collègues, attendent que tu fasses et que tu réussisses. Pendant des années parfois. Et toi t'es là, et t'es payé une blinde, t'es payé 3 fois, 4 fois, 5 fois plus qu'eux. Pour concrètement ne jamais réussir, ne jamais pouvoir mettre en place ça. Et il y a un moment où même si tu vas détourner le truc pour essayer d'en profiter, t'amuser, boire exactement comme lui, aller sous ecstasy et compagnie, tu finiras par tomber en dépression. Voire même ça sera les signes que tu tombes en dépression d'ailleurs. Parce que justement tu seras dans une situation où en fait je crois qu'il n'avait pas de boulot. Bah concrètement il y a deux coups d'appel ils disent dans la journée, mais en fait surtout c'est que c'est une mission qu'il ne peut pas réaliser. Pour le coup il ne... Voilà, son travail consiste à gérer une interface informatique dont personne ne voulait. Il a besoin de moi juste parce que je n'avais pas les compétences requises pour mettre en œuvre le projet dont ils ne voulaient pas et ils étaient prêts à payer pour me garder. Là, t'as l'entreprise qui ne veut pas que ça marche, donc du coup elle l'engage. Elle lui donne littéralement un métier qu'il ne peut pas faire et ils s'en foutent qu'il fasse rien, qu'il soit vraiment dans le foutage de gueule, qu'il abuse de ouf. Ils s'en foutent parce que l'idée c'est juste que tu n'avances pas dans ta mission. Mais au bout de plusieurs années en fait à faire ça, tu verras que tu ne peux pas en fait bien le vivre, quand bien même tu vas l'utiliser pour faire plaisir, pour te faire plaisir, parce que c'est ce qu'il fait. Il le dit, il va avoir des amis, il organise des rendez-vous avec d'autres collègues avec qui il s'entend bien et avec qui du coup il passe du temps en fait juste à faire des fêtes, littéralement dans les bureaux et compagnie. Mais en fait au bout d'un moment tu finis même ça te bouffe en fait, même ça finit par te faire péter un câble en fait, t'es pas capable de le supporter au bout d'un moment parce que tu constates qu'il y a plein de trucs qui vont pas et que t'as conscience de ce qui va pas pour d'autres personnes, t'as conscience de ce qui va pas même dans ta vie, tu trouves pas de sens à faire ça, donc même si t'es bien payé tu finis par craquer en fait. On a une citation donc le décalage entre ses aspirations, une frustration du besoin de compétences et de proximité sociale face à la rationalité économique. Accepter une haute rémunération, puisqu'il est culturellement censé de dire oui à plus d'argent pour un travail nul dans une culture capitaliste, s'amplifie démesurément à chaque fois qu'Eric pousse la rébellion. Il finit par convaincre le patron d'engager une personne diplômée en informatique, qui améliorera l'interface graphique, et dès que celui-ci arrive, il lui confie la liste de ce qu'il avait à faire et rédige sa lettre de démission, qu'il glisse sous la porte de son patron alors qu'il était en vacances, et abandonne sa paye plutôt que de faire sa période de préavis réglementaire. Voilà. Ces bullshit jobs ou un ennui, quand bien même ils sont bien payés, ne sapent pas l'autonomie, peuvent entraîner une confusion existentielle, notamment parce que les aspirations d'impact positif sur le monde y sont étouffées, que le besoin de compétences est frustré. Ce n'en est en rien du caprice de la part de ces individus de souffrir de cette situation. Cette souffrance semble davantage un appel à s'extirper d'un environnement où ils ne peuvent pas exister pleinement. Graeber analyse cette situation justement en montrant que seuls des individus à aspiration extrinsèque, qui veulent de l'argent, qui veulent du statut, qui veulent de la réputation et du réseau, pourraient trouver une utilité. Eric était issu d'un milieu modeste, où les métiers avaient du sens, consistant à fabriquer, à entretenir, à réparer des objets, et en faisait des études à l'université, qu'il pensait que ça lui permettrait lui aussi d'avoir un métier qui a une utilité sociale, qui a du sens, et qu'il pourrait à son tour en tirer une fierté. Mais c'est le contraire qui est advenu, étant embauché pour ce qu'il n'était pas capable de faire. Selon Graeber, un individu de classe moyenne aurait tiré un profit de cette situation, en réseautant, en accumulant du capital social en vue d'un meilleur poste, mais lui n'avait pas eu cette éducation. Je dis pas que c'est facile pour eux, mais je peux comprendre leur mal-être. Oui, c'est ça. C'est que tu vois qu'en fait, comme c'est dit, si tu as un autre... moi, j'ai de moins en moins de culpabilité avec l'envers de l'entreprise, mais envers les collègues, je comprends. C'est ça, c'est qu'en fait, tu te sens pas mal par rapport à l'entreprise, tu te sens mal par rapport à toi, tu te sens mal par rapport à toi-même. Parce que tu veux que ce que tu fais soit reconnu, parce que tu veux que ce que tu fais ait un sens, que tu veux que ce que tu fais apporte quelque chose de près ou de loin à quelqu'un. Et quand tout ça n'est pas satisfait constamment pendant des années, t'en as rien à péter de l'entreprise, tu t'en fous de l'entreprise, t'en auras toujours rien à foutre de l'entreprise. Mais quand tu viens notamment d'un milieu effectivement plutôt moyen, voire bas, c'est très compliqué parce que c'est en dehors de toutes les valeurs qu'on t'enseigne depuis toujours. Et donc du coup ça ne marche pas. Par contre, comme le dit Graeber, si tu viens au contraire d'un milieu un peu plus bourgeois, où justement tu vas mettre en avant le côté de faire du réseau et compagnie, où il faut que tu maximises tes profits au détriment des autres et ainsi de suite, là par contre ça posera pas de problème. Et effectivement il y a même de grandes chances que certes tu vas démissionner à terme,
mais t'en auras profité, t'en auras salement profité, notamment pour faire du réseau, notamment pour obtenir un meilleur poste qui a de meilleurs revenus et ainsi de suite. Tu vas probablement utiliser la menace justement de la démission pour être augmenté. Bref, tu vas utiliser le système à ton avantage parce que justement le système est conçu pour ta classe sociale et pour toi. Mais c'est pas le cas de cet individu. Pour le coup, malheureusement, le fameux Eric, là, c'était tout sauf son cas à lui. Lui, il voulait avoir un métier qui a du sens. Il a fait des formations pour avoir du sens. Il a fait des formations pour avoir un métier qui lui apporte quelque chose et dans lequel il puisse se réaliser et qui puisse être reconnu. Et il avait rien de tout ça. Et c'est là qu'il y a eu le mal-être qui s'est déclenché. Quand bien même t'en as rien à péter de l'entreprise, c'est justement tout le reste qui va faire que tu vas te sentir mal. Je pense pas que Eric se sentait particulièrement mal au niveau de l'entreprise. Je pense même qu'il en avait potentiellement rien à péter. Parce que comme il le dit, il a essayé de démissionner plusieurs fois. Et même à la fin, ce qu'il a fait, c'est carrément pipoter l'entreprise pour qu'elle engage quelqu'un de compétent, lui filer tout et se casser. Donc au final, tu vois bien que lui, l'entreprise, il s'en bat les reins. Il l'a entubé et il est content, il sera probablement content de l'avoir entubé. Il prendra même sa revanche comme ça, peut-être. Mais pour le coup, c'est justement tous les autres aspects qui lui font mal. Graeber interprète l'apprentissage des aspirations extrinsèques à un apprentissage fait dans des classes moyennes. Mais il me semble que dans toutes les classes, on est plus ou moins sous emprise de ces normes, notamment celles disant que gagner de l'argent de plus en plus, c'est bien, que c'est être un winner, même si l'activité n'a strictement aucun sens. Alors, là, c'est donc V6 qui nous dit ça, parce que là, c'est les paroles de V6, les cris de V6. C'est elle quand elle dit je, c'est l'autrice. Je pense que je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord. Je suis d'accord qu'on a ce récit dans notre société qui nous dit qu'effectivement, il faut gagner le plus d'argent, il faut profiter du système, il faut tirer la corde et la couette vers nous, il faut être un winner par rapport aux losers et tout ça. Par contre, je suis assez d'accord avec Graeber dans le sens où c'est effectivement à partir des classes moyennes et des classes plus élevées qu'il y a un réel apprentissage de ces mécanismes, de leur fonctionnement et de comment en tirer vraiment parti. Ce qui n'est pas accessible effectivement sur des classes de population plus pauvres qui ne sont pas forcément, quand bien même ils ont ce récit qui est en fond, qui est là, ne sont pas forcément par contre, ne grandissent pas avec les mêmes outils à disposition. Et ça change tout en fait. En vrai, ça change énormément de choses. Il y aura toujours quelqu'un pour légitimer que c'est une bonne position, dans laquelle il n'y a pas à se plaindre et que c'est même enviable, car il y a l'extrinsèque, c'est-à-dire le statut et l'argent. Et c'est précisément à mon sens ce genre de normes infusées dans la culture qui sont bloquées Eric dans ce poste, qui rendant insensé le fait de démissionner, parce qu'on gagne de plus en plus d'argent. Ah par contre ça c'est vrai que c'est vrai aussi du coup. C'est pour ça que vous tombez par exemple là sur Twitter, des fois je me prends la tête avec des gens et je me dis mais putain je perds du temps pour rien. Vous avez des gens parfois qui vont vous défendre des Bolloré et compagnie quand vous venez dire bah globalement Bolloré et compagnie c'est des gros connards qui profitent du système et qui te volent ton pognon, qui te volent ta richesse, qui abusent et ainsi de suite. Et ils vont te dire non mais en fait c'est méritant, c'est normal, puis eux ils créent des emplois et puis ceci puis cela, ils vont défendre ces putains de gros connards comme si leur vie en dépendait. Et t'es en mode mais mec tu te rends compte que toi tu gagnes un SMIC aussi en fait, pourquoi tu vas défendre le riche quoi, enfin c'est what the fuck. Mais c'est vrai que du coup effectivement comme on a ce récit qui est plutôt bien répandu, c'est vrai qu'on trouve du coup des défenseurs même dans les classes plus plus pauvres de ce système, ça c'est vrai, et qui du coup peuvent bloquer les gens dans ces systèmes là, c'est vrai, ça c'est vrai effectivement. Cela était comme un combat intérieur, le poussant à des tentatives d'autodestruction, le divisant entre le suivi de la norme et son ressenti, qu'il fallait à tout prix fuir cet insensé. Notons aussi que si Eric avait été issu d'une classe modeste où l'argent peut manquer, le conflit intérieur aurait peut-être pu s'en trouver décuplé. Pourquoi refuser un emploi qui assure une sécurité financière que sa famille n'a peut-être jamais connue? Quand dans un environnement proximal, sa famille a subi des milieux professionnels autoritaires, pénibles, peu rémunérateurs, pourquoi se plaindre d'une si belle situation? Il est donc mentalement compliqué de décider de mettre fin à quelque chose qui apporte une sécurité financière, de la liberté, quand bien même l'activité est insensée, qu'elle rend sa propre existence comme socialement inutile. Graeber propose comme solution, pour contrer ces bullshit jobs, un revenu universel de base, puisqu'alors personne ne choisirait bien longtemps un travail aux tâches insensées. Les entreprises seraient donc obligées d'inventer d'autres manières plus sensées de gérer l'activité. En général, quand on propose d'instaurer la garantie universelle des moyens de subsistance indépendamment du travail fourni, on entend deux types d'objections. La première c'est « faites ça et vous verrez que personne ne voudra bosser ». Ce qui a déjà montré que non, ça c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Mais il continue à te dire toujours et encore et toujours « si je vous jure ça va faire comme ça, si vous verrez les gens ils veulent plus travailler ». Bon, c'est... Bref, voilà.
Je crois qu'à ce stade, nous avons amplement prouvé que c'était faux. Nous pouvons donc écarter cet argument sans autre formalité. La seconde objection est plus sérieuse. Elle fait valoir que, même si la majorité des gens décident de travailler, ils choisiront en priorité des tâches qui ne satisferont que leur propre intérêt. Autrement dit, nos villes se rempliront de poètes minables, de mimes de rues soporifiques, du luberlu versé dans les théories scientifiques fumeuses, et rien de ce qui doit être fait ne le sera. En réalité, le phénomène des jobs à la con met bien en évidence le ridicule d'une telle hypothèse. Certes, il est probable que dans une société libre, une fraction de la population se consacrera à des projets que tous les autres risquent de juger idiots et futiles. Mais il est difficile d'imaginer qu'elle puisse dépasser de beaucoup les 10 ou 20%. Contentons-nous de rappeler la situation actuelle en quelques faits et chiffres. Dans les pays riches, pas moins de 37 à 40% des travailleurs estiment déjà que leur boulot ne rime à rien. Une bonne moitié de l'économie est faite d'activités à la con, ou bien d'activités qui n'ont d'autre raison d'être que de permettre aux premiers d'exister. Et le comble, c'est que toutes ces occupations ne sont même pas particulièrement intéressantes. En laissant chacun décider par lui-même des bienfaits qu'il peut apporter à l'humanité, sans aucune restriction, comment serait-il possible d'aboutir à une répartition du travail plus désastreuse que celle d'aujourd'hui? Voilà un puissant argument en faveur de la liberté humaine. Vous savez, c'est le même genre de gens qui viennent vous dire après non mais l'homme c'est un loup pour l'homme parce qu'il y a un auteur une fois en philosophie il y a 3 siècles qui a dit ça. Depuis ça a été prouvé scientifiquement, notamment par les sciences sociales, que c'est de la merde, que l'humain est plus poussé sur la coopération, mais vraiment 10 fois plus poussé sur la coopération que sur le fait d'être en opposition, sur le fait d'être en compétition. Mais les mecs ils vont continuer de te dire non mais c'est pas vrai, les sciences sociales c'est pas des vraies sciences parce que moi j'ai décidé que non. À un moment donné, merde quoi. Merde. Le blocage, c'est bien l'argent, ou la crainte de ne plus avoir la sécurité d'en avoir suffisamment chaque mois. Les individus restent dans des boulots inutiles pour l'argent, et il en va de même pour ceux qui s'accommodent des environnements autoritaires ou pseudo-libres. Mais si les moyens de subsistance sont déconnectés du travail, il pourrait y avoir tendance à choisir une activité par aspiration intrinsèque, par motivation intrinsèque, par besoin de sens, par curiosité. Personne n'aurait de raison de rester au service d'environnements à bore-out, à bullshit ou autoritaire. A noter qu'il serait extrêmement bénéfique à titre écologique que beaucoup plus d'humains travaillent moins, voire cessent de travailler. On en a eu un exemple avec l'histoire de Kurt et ses longs déplacements en voiture parfaitement inutiles, mais aussi avec l'exemple massif des confinements. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers confinements qu'on a eus, ça a fait drastiquement améliorer la qualité de l'air, notamment en Chine. Et d'un coup, tu te dis ah bah ouais, c'est vrai que si tu arrêtes de mettre ça en avant, ouais, ça marche mieux. Hein. Mais tant que j'y pense, l'expression l'homme est un loup pour l'homme, il n'y a pas une deuxième partie, je sais pas. L'homme est un loup pour l'homme, c'est le seul truc que j'ai en tête. Je sais pas s'il y a une deuxième partie, là comme ça me vient pas. Quand on avait fait la revue d'articles, notamment sur les articles de sciences sociales, des articles faits par des psychologues sociaux, sur la question, peut-être qu'on a vu effectivement qu'il y avait une phrase plus longue ou quoi. Je vous avoue que ça remonte à plusieurs mois, donc je l'ai pas en tête. Je vous avoue que je l'ai pas en tête. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez une minute. Il y a un chat qui joue avec... Ah d'accord. Il y a un chat qui a joué avec les peluches derrière moi. Je reviens, je vais remettre tout dans le... Enfin, tout sur le fauteuil. Des bêtises? C'est pas bien les chats. Hop. Hop, pardon, désolé. Je remettais juste la petite peluche qu'a fait encrocher Anémone sur le fauteuil. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Tu viens toi? Tu viens sur moi? Viens. Viens sur moi. Oh là là. Oh le gros chat. Oh le gros chat. Ça c'est le beau gros chat ça. Moi c'est le beau gros chat ça. Bah oui c'est le beau gros chat. Bah oui hein. Bah oui. Pardon, j'aime mon chat, je tenais à vous le dire. Au cas où vous en doutiez. Non mais par contre mets pas tes poils dans mon café. S'il te plaît. Ce serait gentil. So, top. Ces exemples posent une colle aux recettes précédemment récoltées dans le champ de la SDT, du flow et des quêtes constructives. Certes, les environnements ci-dessus ne sont pas intrinsèquement motivants, mais ils n'ont pas ce qu'il y a de plus sapant en termes de besoins, notamment celui de l'autonomie. Et pourtant on sait instinctivement qu'appliquer les recettes de la SDT, du flow, ne suffirait pas à débloquer la motivation intrinsèque des personnes. Parce que ce qui est demandé de faire est soit insensé, soit socialement inutile, soit carrément absent.
La notion de sens semble supplanter tout. Et finalement, la seule voie des retrouvailles avec l'autodétermination est l'exemple de celui qui a quitté son placard pour devenir expert de Pinoza, donc exploitant la situation pour s'attacher à un domaine plus motivant. C'est une sacrée leçon que nous donnent ces exemples. Un environnement social peut appliquer toutes les recettes d'autodétermination, de motivation, de fun à sa structure. Ça n'a strictement aucun impact si ce qu'il propose comme activité n'a pas de sens, n'a pas d'utilité sociale, n'a pas de raison d'être, n'a pas un but intrinsèque. Autrement dit, si on est en charge de concevoir un environnement social, de le structurer avant même de penser à la motivation intrinsèque, le flow, et ce qui pourrait le susciter, il y a à se poser la question de la raison d'être des activités proposées. Pour cela, le chapitre sur les aspirations sera peut-être plus à même de nous donner des outils pour réparer ces situations. En quoi ces situations s'opposent-elles à l'autodétermination ? L'autonomie. On ne trouve pas vraiment de sapage à l'autonomie dans ces exemples, excepté dans la liste d'environnements contrôlants. Cependant, si l'individu est relativement libre, il semble qu'il ressente une absence de choix signifiant. Compétence. Elle est sapée par l'absence d'opportunités d'exercice, de développement de compétences qui seraient censées, utiles socialement. Flow. Il est absent. On trouve plus de conditions anti-flow, notamment dans l'absence de défis signifiants. Coucou le chat. Proximité sociale. Elle est parfois présente, de façon directe. Eric a quelques bons échanges avec d'autres. Dans l'exemple de l'ennui obéissant, la personne rapporte s'entendre bien avec ses collègues. Mais d'un point de vue existentiel, dans le fait de se sentir utile à la société, de faire quelque chose qui compte, non. Elle est sapée dans certains exemples qui s'avèrent être des placards. Motivation intrinsèque, elle est absente. Hop là. Et on va passer dans la prochaine partie. Base motivation extrinsèque. Ta-ta-ta. Donc on a fait les motivations intrinsèques, on passe à la motivation extrinsèque. Précédemment, nous avons vu que la motivation intrinsèque était un précieux élan qui permettait aux individus de s'orienter de manière autonome vers des activités qui les intéressaient pleinement, vers des défis, vers la nouveauté, vers de nouveaux comportements qui les développaient, que ce soit psychologiquement, au niveau des compétences ou des capacités. Mais la SDT rappelle que nous sommes des animaux sociaux, vivant en groupe. Ainsi, nous adoptons de nombreux comportements qui ne sont pas intrinsèquement motivés, mais sont liés à notre vie en collectif, en groupe, en société. Par exemple, les corvées de ménage, le respect du code de la route, le respect des règles de la société, etc. On le fait non pas parce que nous estimons ces comportements agréables ou intéressants en soi, mais parce que dans nos groupes sociaux proximaux, dans la famille, dans les proches, dans l'école, etc., et distaux, dans la culture, dans la société, etc., on estime que ce sont des comportements recommandables, perçus comme bons, et que ne pas les respecter est jugé comme étant problématique et mauvais pour le collectif. T'essaies d'aller choper les croquettes de... Ouais, hein? Non mais, j'ai le chat qui essaie de choper les croquettes de l'autre chat, c'est pas bien. C'est pas très très bien. La motivation pour ces comportements est donc extrinsèque, c'est-à-dire que les personnes exécutent ces comportements pour des raisons instrumentales, autres que pour les comportements eux-mêmes, davantage pour des questions de bonne sociabilisation. Par exemple, on peut nettoyer sa maison, non pas parce qu'on adore intrinsèquement faire le ménage, mais pour créer un bon contexte pour sa famille, pour être bien perçu par les invités, pour éviter la honte d'être perçu comme sale, par peur d'être jugé, pour mettre en valeur sa supériorité, sa réussite matérielle, parce qu'on nous l'a ordonné sous la menace, ou que l'on a peur de la punition, etc. Ces motivations extrinsèques peuvent être plus ou moins autonomes. Créer un bon contexte pour la famille, l'est beaucoup plus que de faire le ménage uniquement lorsqu'on nous l'ordonne. Et les acteurs de l'environnement social peuvent avoir eu un impact facilitant ou sapant l'autonomie de cet engagement à faire ou à ne pas faire ce comportement. Tu sais, le chat, je suis pas un parc d'attractions, hein. Tu dois pas monter et descendre sur moi tout le temps, toutes les 30 secondes, hein. C'est même un peu relou, hein. Il est mignon, hein. Il est mignon, ce petit chaton. Si on reprend le schéma global, on voit que l'environnement social, lorsqu'il transmet un comportement à avoir en frustrant ou en nourrissant les besoins, influence indirectement différents types de motivations vis-à-vis de ce comportement. Par exemple, si un parent dit à son enfant qu'il ne range pas sa chambre immédiatement, il sera frappé, il fera certainement le rangement dans une ambiance de peur, à des lieux d'être agréable, parce que la transmission ne se fait par sapage de la proximité sociale et de l'autonomie. L'enfant en déduit aussi que l'amour de son parent dépend de son obéissance à ses ordres, puisqu'il lui fera du mal s'il n'obéit pas.
L'environnement social n'est cependant pas tout puissant sur la qualité et la forme des motivations extrinsèques de l'individu. Ce même enfant oppressé deviendra peut-être quelqu'un qui rejette totalement cette façon de saper les besoins fondamentaux quand on demande quelque chose à quelqu'un, et il se vengera en faisant en sorte que le rangement soit dans sa famille un moment joyeux, de nourrissement de la proximité sociale, sans pression, où le but serait d'être contents tous ensemble, ce qui serait une motivation à ranger plus profitable, même si elle reste encore extrinsèque. On range ici, non pour ranger, mais pour des bénéfices sociaux. La motivation extrinsèque est donc ici le résultat d'une synthèse entre d'un côté ce que peut ressentir la personne, ses orientations, ses buts, ses valeurs, ses expériences variées, et de l'autre côté ce que les environnements sociaux permettent, ignorent, contrôlent, brident, demandent, requièrent, encouragent de façon directe ou indirecte. Cette opération de synthèse est l'internalisation. On fait plus ou moins sien ces comportements. On les adopte de façon plus ou moins proche avec notre être, notre personnalité, nos valeurs, ou au contraire on les rejette avec plus ou moins de vigueur car on ne s'y reconnaît pas. C'est en cela que la SDT parle d'autonomie pour jauger les différentes motivations extrinsèques. Parfois, le comportement est totalement instrumental, commandé par l'extérieur, en cela il n'est pas du tout autonome, c'est-à-dire qu'il n'est pas possédé par l'individu. Il n'a rien internalisé, il se contente d'obéir pour éviter des dangers provenant de l'autorité. C'est peu autonome aussi, car il y a une absence de choix, l'individu est forcé de faire le comportement. A l'inverse, une motivation extrinsèque bien autonome pour un comportement fera que la personne aura le comportement parce qu'elle a choisi de le faire, a déjà délibérément, personnellement, sur le fait qu'il est bien de faire ce comportement, est ok avec, et donc l'adopte. Au final, qu'importe ce qu'en pensent ces environnements sociaux, c'est la réflexion profonde, incluant les émotions, l'empathie, qui est source de motivation pour le comportement. Et plus c'est autonome, plus le comportement a des chances d'être durable, efficace, ne nécessitant aucune intervention de l'extérieur, plus il va déborder sur d'autres comportements. La personne adopte ce même genre de comportement dans d'autres situations ou tâches analogues. De what? Monsieur X nous envoie un mail. Vous pouvez diffuser ce document s'il vous plaît? 20 minutes après, mail de ce même Monsieur X. Annulez ma demande, Madame Y va le diffuser. 2 minutes après, mail de Madame Y. Vous pouvez diffuser ce doc s'il vous plaît? Vie ma vie de documentaliste. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ça donne pas envie. Pas se mentir, ça donne pas très envie là. Là sur le papier, bof sur 20. Bof sur 20. Ouais, ouais. Ça donne pas trop envie. J'avoue. 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 Tac. Alors attendez, je réponds juste à quelqu'un. Hop. Hop. Et voilà, je me permets juste... tac. Attendez, il y a un message que j'ai pas compris. Oui. C'est mignon. Tac, je me permets juste de reprendre du coup le document, il est où? Ah, là. J'ai été distrait par Twitter, j'avoue. Du coup, j'en étais où? Je me suis perdu dans le texte. Ah. C'est bon, j'ai retrouvé. Cependant, nous allons voir que toutes les internalisations ne sont pas souhaitables, ni même que l'autonomie est garante de virtuosité du comportement. L'environnement social peut transmettre des comportements à avoir, à ne pas avoir, qui sont particulièrement nocifs ou malsains. Par exemple, en temps de génocide, les comportements demandés peuvent être de tuer ou de montrer une absence d'empathie pour certaines personnes. Ici, l'internalisation autonome du comportement oppressé ou tué a des conséquences désastreuses pour tout le monde à court et à long terme. S'il vous plaît, ne venez pas internaliser ça. Vraiment. Faites pas ça. Faites pas ça. C'est pas bien. Voilà. Faites pas ça. Faites pas ça, c'est pas bien. Voilà. Voilà. Faites pas ça. C'est mal. C'est mal.
Hop, j'en étais à ici. Le processus d'internalisation peut donc conduire au meilleur comme au pire, que ce soit pour l'individu ou ses environnements sociaux, et cela dépend d'une multitude de facteurs allant du comportement lui-même à internaliser, la forme par laquelle il est communiqué à l'individu, la façon dont les environnements sociaux sapent ou nourrissent les besoins, jusqu'à l'individu lui-même, et l'énergie qu'il peut ou non mettre à sous-peser la légitimité de ce comportement, etc. Donc on rappelle, ne tuez pas des gens, n'oppressez pas des gens, s'il vous plaît, n'internalisez pas, n'internalisez pas ça. Ça, vous en avez pas besoin. Croyez-moi, c'est pas nécessaire, ça c'est pas ouf, c'est pas ouf. Pourquoi certaines motivations sont dites autonomes et d'autres non autonomes? Ces motivations extrinsèques sont dites autonomes quand la personne les poursuit elle-même, sans besoin d'une intervention directe ou indirecte de l'extérieur. Elles sont dites non autonomes lorsque ces motivations sont commandées, conditionnées, manipulées, dépendantes d'une intervention extérieure. Il est aussi question de ce choix. Il y a autonomie lorsque la personne peut choisir d'adopter ou de ne pas adopter ce comportement. Et cette capacité de choix dépend à la fois de la situation présente et passée, des environnements sociaux, de l'individu lui-même. Cependant, ces motivations sont dites extrinsèques, ce qui veut dire que le comportement chargé de cette motivation n'est pas intrinsèquement motivé. Il n'est pas forcément possible de rendre toutes les tâches intrinsèquement motivantes. Mais la personne peut faire un comportement pour des raisons extrinsèques, c'est-à-dire autres que la tâche elle-même. Par exemple, changer la litière du chat n'est pas intrinsèquement motivé à cause de la caractéristique déplaisante de la tâche. Les odeurs, l'aspect dégoûtant, l'activité n'a pourtant aucun développement ni apprentissage quelconque, etc. Mais l'individu peut être motivé extrinsèquement de façon autonome. Motivation à régulation intégrée. Le comportement est adopté parce que l'individu veut prendre soin de son chat, ou encore pour que le foyer soit agréable, sans odeur, sans saleté. L'individu changera la litière, qu'importe ce qu'en dit l'extérieur, parce que ce qu'il cherche dans ce comportement, c'est de prendre soin du chat ou du foyer. Motivation à régulation identifiée ouverte. Le comportement est adopté parce que l'individu s'identifie à l'image d'un propriétaire de chat responsable. L'individu changera aussi la litière régulièrement, à moins qu'il advienne des changements culturels au sujet des propriétaires de chats et de la façon dont ils peuvent prouver leur responsabilité. Motivation à régulation identifiée fermée, défensive, compartimentée. Le comportement est fait parce que l'individu s'identifie à l'image d'un propriétaire de chat responsable, qu'il n'est pas un de ces monstres qui laissent croupir leurs chats dans leur déjection, monstres qui mériteraient d'être dénoncés, punis violemment, humiliés sur la place publique. On sent qu'il y a un problème avec cette internalisation, notamment dans la haine qui accompagne le comportement. Elle est caractérisée par une forme de dogmatisme, et pour les chercheurs, c'est signe d'un conflit mental chez l'individu quant à ce contenu. Mais c'est une motivation autonome, parce que l'individu poursuivra le comportement sans l'intervention extérieure. En cela, c'est la motivation la plus dangereuse, surtout quand elle porte sur d'autres exemples moins triviaux, la plus connectée à des phénomènes horribles. Lorsque ce comportement de changer la litière est motivé extrinsèquement de façon non autonome, donc dépendante des autres et de leur regard, ou lié à une absence de choix conscient ou réfléchi, voici ce que ça peut donner. Motivation à régulation introjectée. L'individu changera la litière parce qu'il veut éviter d'avoir honte devant les invités. Il est possible qu'il la laisse sale s'il n'y a pas de visite chez lui. Ce n'est pas une motivation autonome parce que le comportement dépend du regard des autres et de leur jugement potentiel. Motivation à régulation externe. L'individu changera la litière parce qu'on le lui a ordonné et seulement quand on lui ordonnera. Ce n'est pas autonome puisqu'il n'y avait pas eu l'ordre, alors il n'y aurait pas le comportement de changer la litière. Et enfin, il pourrait y avoir une amotivation, soit non autonome, soit autodéterminée. L'individu ne veut pas changer la litière parce que ça lui paraît une tâche insurmontable ou trop difficile. Cette amotivation est non autonome parce que ce n'est pas par choix que l'individu ne change pas la litière, mais c'est par manque de compétences, de connaissances, de capacités. Cela pourrait être un enfant de 2 ans à qui on demanderait de changer la litière, qui certes veut bien obéir, mais c'est hors de portée de ses capacités et de ses connaissances. En amotivation autodéterminée, l'individu ne veut pas changer la litière parce qu'il n'a pas la litière appropriée pour le faire, que cela nuirait davantage au chat dans l'immédiat, parce que celui-ci préfère une litière sale qu'en absence de litière, qui le fait paniquer. Ici, c'est une amotivation réfléchie, un choix, c'est donc autonome. Un individu peut avoir toutes les motivations présentées succinctement ci-dessus, en fonction des activités. Être en régulation identifiée au travail, puis en régulation externe pour les tâches administratives, ou encore en amotivation concernant la vaisselle, mais en régulation introjectée pour le dépoussiérage, etc. Ces motivations peuvent changer dans le temps, selon les circonstances et différents contextes. Ainsi, l'enfant peut être en amotivation, non autonome pour les maths, parce qu'il n'y comprend rien, puis en régulation introjectée.
il veut éviter d'avoir la honte, d'avoir une mauvaise note, donc il s'y attelle. Et plus tard, en régulation identifiée, il s'estime plutôt matheux que littéraire quand il est l'heure de choisir une orientation scolaire, voire finalement intégré. Il choisit des études supérieures en lien avec les maths parce que cela colle avec ce qu'il veut faire de son existence. Il est alors possible que des éléments autrefois amotivants aient muté pour devenir des motivations intrinsèques parce que quelque chose a été bien compris, le plaisir a été transmis. L'inverse peut aussi se réaliser. Par exemple, une personne ayant une motivation intrinsèque pour l'informatique qui va œuvrer dans une entreprise d'informatique où ses besoins sont sapés peut potentiellement perdre tout attrait pour l'informatique tant elle a été détruite psychologiquement. Ainsi, l'environnement a encore une fois un grand pouvoir sur l'émergence, le soutien de ses motivations et leur sapage. Et quand il veut juste pas le faire, ça dépend de la raison encore une fois. S'il veut pas le faire parce qu'il a pas envie, on va être sur une motivation, une amotivation autodéterminée. Il a pas envie, parce qu'il a pas envie, qu'il a conscience qu'il a pas envie, que du coup il a pas envie. C'est une amotivation autodéterminée. Il a choisi de ne pas le faire. Et il a choisi de ne pas le faire parce que la raison c'est qu'il a pas envie. Mais il a choisi de ne pas le faire parce qu'il avait pas envie. Tu peux ne pas avoir envie et le faire quand même, tu vois, c'est ça la différence. Comment l'environnement social peut-il avoir une influence sur les motivations extrinsèques des personnes? On a vu que le comportement à motivation extrinsèque est réalisé par l'individu, pour l'environnement social, et parce que cet environnement a directement ou indirectement demandé de le faire. L'influence des environnements sociaux sur ces motivations extrinsèques, leur objet, leur façon d'être menée vient de toutes parts. Attention, ici le terme d'environnement social est vraiment à prendre en compte comme représentant n'importe quel individu vivant à côté de la personne. Même un camarade de classe maternelle d'un jeune enfant pourrait avoir ce pouvoir d'influence. Observons ce pouvoir d'influence. L'environnement influence le comportement qu'adoptera la personne via la façon dont il transmet ce comportement. Si la forme de la transmission nourrit les besoins fondamentaux, alors il y aura une meilleure internalisation, une motivation intégrée ou identifiée. Si cela frustre, sape, voire menace les besoins fondamentaux, l'internalisation sera médiocre, régulation introjectée ou externe, voire il y aura absence de motivation à faire le comportement, et donc amotivation. Donc la forme de la transmission d'un message est une action d'influence positive ou négative en soi. Un message dit avec une forte bienveillance, un soutien de la compétence, sera rapidement internalisé à cause de son excellence à nourrir les besoins fondamentaux et la confiance qu'il génère, y compris lorsque le contenu est mauvais ou de peu d'utilité. Inversement, un message fait avec agressivité et froideur, y compris lorsque son contenu est intrinsèquement bénéfique et altruiste, a peu de chances d'être pleinement internalisé. Hop. L'environnement influence le comportement qu'adoptera la personne à travers le contenu lui-même transmis. Si le comportement demandé permet de nourrir les besoins fondamentaux, alors il y aura une meilleure internalisation puisqu'il est utile psychologiquement pour viser plus de bien-être, de meilleurs sentiments, de meilleures relations sociales, etc. Si le comportement sape les besoins fondamentaux, créant des sentiments d'incompétence, aliénation, les conflits, des ostracisations, etc., alors il y aura une amotivation ou une internalisation médiocre de celui-ci. L'environnement influence le comportement qu'adoptera la personne selon sa prise en compte de capacité de l'individu à exercer le comportement avec succès. Un contenu est mieux internalisé si la personne est en capacité de le faire. Par exemple, prendre des notes peut être une activité internalisée, motivante, uniquement si la personne sait écrire depuis si longtemps que ça ne lui coûte pas plus d'efforts et qu'elle peut donc écouter en même temps. A l'inverse, pour un enfant, prendre des notes ne pourra pas être internalisé de façon qualitative ni motivante parce qu'il n'a pas encore assez d'expérience pour que l'écriture ne lui coûte plus aucun effort mental. L'environnement social peut échouer à faire internaliser un comportement s'il ne prend pas en compte les capacités des personnes à qui il demande le comportement. L'environnement influence le comportement qu'adoptera la personne selon sa prise en compte des capacités de l'individu à comprendre la transmission. Autrement dit, il peut ne pas y avoir internalisation si les comportements prescrits sont communiqués dans un langage qui est incompréhensible à l'individu. Par exemple, à cause d'un vocabulaire qui est trop compliqué, si l'information n'est pas dans sa langue natale. Cette incompréhension peut naître aussi de la contradiction des informations données à ce sujet des comportements et pas nécessairement des capacités de compréhension de la personne. Par exemple, les masques sont inutiles contre le coronavirus, il faut les réserver au personnel soignant. Puis, il faut absolument porter le masque tout le temps. Trop d'informations en même temps, ou pas assez,
peuvent aussi nuire à la compréhension. L'individu peut aussi ne pas avoir la capacité de comprendre. Par exemple, un enfant peut difficilement comprendre un article scientifique, parce que cela nécessite d'abord certains apprentissages préalables qui n'ont pas encore été possibles. Pour l'enfant et l'article scientifique, cela nécessite un long temps d'apprentissage, d'habitude de lecture, du vocabulaire, des méthodes scientifiques, etc. L'environnement influence le comportement qu'adoptera la personne en fonction aussi de la satisfaction ou de l'insatisfaction en général des besoins fondamentaux de l'individu. Si ces besoins fondamentaux en général sont satisfaits dans la vie de la personne, l'internalisation sera plus aisée, y compris lorsque la transmission du message est mauvaise, mais le contenu bon. S'ils sont menacés, même une bonne transmission avec un bon contenu pourrait ne pas réussir à faire internaliser de façon efficace. L'individu voyant la transmission comme une potentielle menace, une tentative de manipulation, d'influence sournoise, etc. Puisqu'il est en mode défensif. Par exemple, l'orientation contrôlée qu'on verra plus tard. De façon générale, à cause de ses besoins sapés. Ici, cela peut être des environnements sociaux hors du champ du comportement demandé, qui peuvent entraver l'internalisation ou au contraire la favoriser. Par exemple, un enfant qui veut influencer positivement son ami à jouer dans la piscine peut échouer, non pas parce qu'il a été trop pressant ou malveillant, ou encore parce qu'il proposerait quelque chose de trop difficile ou de repoussant, mais parce que cet ami a des parents très anxieux, qui sans le faire exprès ont sapé son besoin de compétence et d'autonomie par crainte des dangers. Donc l'ami a peur de se noyer en allant dans la piscine par exemple. Si cet enfant a la sagesse de comprendre les sapages de son ami, et cela arrive, peut-être excellera-t-il à diminuer ses angoisses et à restaurer son besoin de compétence en lui montrant joyeusement qu'il peut le faire. L'environnement influence le comportement qu'adoptera la personne selon sa prise en compte des autres contenus internalisés par l'individu et leurs effets conflictuels. Et bonjour Elnao, bienvenue, tu es désormais une petite fougère qui danse dans le vent. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Installe-toi, nous sommes en plein live lecture de sciences sociales. Nous sommes en train de lire en toute puissance de Vicis Axo. Si tu cherches le lien de son blog, tu peux marquer !HS dans le chat, ça te donnera le lien directement vers son blog où il y a énormément d'articles différents et qui sont de qualité. Et il y a également le lien vers la chaîne YouTube Horizon Gull à laquelle elle participe et qui fait pareil de la vulgarisation de sciences sociales mais sous format vidéo. Bonjour à tous, merci, j'espère que tu vas bien aussi, mais je me porte très bien. Je commence un peu à fatiguer parce que ça fait presque 6 heures que je suis en live, donc j'avoue que je commence à avoir un petit peu le coup de barre, voilà, en toute franchise, mais ça va sinon. Le café est là pour ça. Je viens de là, merci. Ah bah parfait, bah, si tu connais déjà, installe-toi. On est donc dans les motivations qui sont extra-sec. On est en train d'étudier les motivations extra-sec, et donc les différents... influence de l'environnement. Je reprends, si évidemment il y a la moindre question, le moindre exemple, le moindre écho que vous avez envie de partager, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. L'environnement influence le comportement qu'adoptera la personne selon sa prise en compte des autres contenus internalisés par l'individu et leur effet conflictuel. Si la transmission et ou le contenu s'accorde aux valeurs, aux expériences, aux connaissances, aux réflexions de la personne, alors il sera internalisé de façon plus efficace. Si au contraire il entre en conflit avec d'autres éléments portés par la personne, il ne sera alors pas internalisé ou de façon médiocre. Ici, les environnements sociaux, hors du champ du comportement demandé, ont pu favoriser l'harmonie des contenus internalisés par l'individu, en soutenant ses besoins et en transmettant de bons contenus, c'est-à-dire répondant aux besoins fondamentaux. Ou au contraire, entraver des internalisations harmonieuses par sapage des besoins, transmission des contenus favorisant le sapage, la menace des besoins fondamentaux. Et du coup là typiquement moi ça me fait penser à un gros truc. Je vous ai déjà parlé, on a fait déjà des lives dessus sur justement les mouvements de groupe, sur notamment le noyau dur et la zone périphérique des valeurs d'un groupe. Et en fait là typiquement c'est le genre de mécanisme que vous retrouvez dans là-dedans. C'est-à-dire que quand vous avez deux groupes qui sont deux groupes séparés, que vous avez je sais pas moi, alors on va partir sur la politique, ça sera plus simple. Vous avez un groupe de droite, vous avez un groupe de gauche. Voilà, ils ont des valeurs qui sont notamment des valeurs centrales. Donc, si vous prenez les valeurs de gauche, les valeurs centrales, ça peut être l'entraide, le fait de faire en commun, l'équité, la justice, tout ça. Voilà, là-dessus. Si vous prenez le groupe de droite, les valeurs centrales, ça va être tout ce qui va être, je sais pas moi, l'autoritarisme, l'ordre, la stabilité, ce genre de trucs. Et en fait vous allez avoir des valeurs périphériques qui sont des valeurs qui sont moins importantes pour le groupe. Et éventuellement vous pouvez trouver des gens du groupe de gauche qui ne partagent pas le même point de vue sur cette image là.
Par exemple, si on prend toujours un groupe de gauche, vous pouvez avoir équité sociale et discrimination qui peuvent ne pas représenter la même chose. Quelqu'un de gauche peut vous dire que le truc fondamental sur lequel il faut se battre, c'est d'abord l'équité salariale. A contrario, vous allez voir une autre personne du même groupe de gauche qui va vous dire que non, le point central, ça va être l'équité en termes de droits et de casser par exemple les discriminations à tout niveau, que ce soit racial, sexuel ou ainsi de suite. Si vous prenez le groupe de droite, vous aurez exactement le même genre de truc, avec par exemple à droite des gens qui vont vous dire que l'ordre c'est une des valeurs donc, qui était centrale, mais dans les valeurs périphériques, ça peut être par exemple l'ordre, il faut l'imposer par un cadre de loi. À côté de ça, ça peut être par exemple, au contraire, l'ordre doit être imposé par le cadre militaire, par on va dire une présence de force de l'ordre, par exemple. Et là-dessus, donc, ce sont des valeurs qui vont être un peu différentes. C'est-à-dire que les valeurs centrales, elles sont identiques pour tout le monde, ils les partagent, c'est ce qui centralise ce groupe. Les valeurs périphériques, d'une personne à l'autre, du même groupe, vous allez avoir des différences. Et ce que vous pouvez constater, c'est justement que quand vous avez une bonne idée, on va dire une bonne valeur, un bon message, qui est transmis par exemple par le groupe de gauche, par quelqu'un qui appartient au groupe de gauche à un groupe de droite, le groupe de droite peut refuser cette vision, peut refuser ce message, qui pourtant est pertinent, qui pourtant pourrait coller à ce qu'ils le défendent, parce que ça vient d'un autre groupe. Parce que ça vient d'un autre groupe et qu'ils voient ça comme un groupe opposé, ils vont réduire l'intérêt de ce message, ils vont estimer qu'il n'est pas si pertinent que ça, ils vont moins bien le noter et le classifier, on va dire. A contrario, ce qu'on peut voir aussi, c'est que quelqu'un qui serait de leur groupe de droite qui sortirait exactement le même message, au contraire, il le verrait de manière plus bénéfique, bien meilleur que ce qu'il vaut réellement, parce que ça vient de leur groupe. Et là, typiquement, c'est le même genre de mécanisme que vous avez qui est décrit, où justement, parce que vous avez déjà internalisé quelque chose, donc vous avez déjà intégré dans votre fonctionnement certains trucs, bah, ce qu'on vous présente, si ça corrobore, si ça va avec ce que vous avez déjà interné, qui est déjà en vous, vous l'acceptez. Par contre, à contrario, si c'est un contre-courant de ce que vous avez déjà pris, bah, vous allez le repousser, parce que ça appartient pas à votre groupe. C'est exactement les mêmes types de mécanismes, c'est assez rigolo. Sinon, pourquoi est-ce que la vidéo de The Crown vient de sortir il y a 1 heure si tu es en live? Bah parce que c'est automatisé. En fait, il faut savoir que sur YouTube, vous avez toutes les vidéos qui sont enfin toutes les vidéos, non. Un certain nombre de vidéos est déjà upload, notamment quand je coupe le stream, j'ai tendance à essayer d'en upload quelques-unes. Et après, je les programme et elles sortent à heure fixe. Vous avez une vidéo qui sort à 14h et vous avez une vidéo qui sort à 15h systématiquement, tous les jours ou presque. Vous avez toujours une vidéo qui sort à 14h, ça arrive que des fois il y a des vidéos à 15h qui sautent si je m'y suis pris à la bouffe. Mais du coup c'est automatisé et en fait ça sort tout seul quoi. C'est juste qu'elles ne sont pas accessibles pour les gens tant que l'heure de sortie n'est pas arrivée. Mais c'est pour ça. Tu parlais de Kingdom True Crown hein. C'est pas très strat 14 et 15 heures. Alors en fait ça n'a aucune importance parce que quand tu regardes les statistiques justement des visionnages, peu importe l'heure à laquelle ça sort, non, peu importe l'heure à laquelle ça sort dans la journée, en fait tu n'as pas de différence statistique notable qu'il y a en termes de visionnage. Ça reste équivalent. Ce qui compte c'est la régularité, ça par contre ça compte beaucoup plus. Pour YouTube et pour être mis en avant et pour avoir des meilleurs stats de vue. Mais par contre l'heure de sortie en fait fondamentalement ça n'a pas de... c'est une croyance mais statistiquement quand tu regardes et que tu fais des travaux statistiques justement sur les quantités de visionnage en fonction des heures de sortie, en fait ça change rien, ça ne change rien. Ça a été publié il y a déjà quelques temps, il y a bien 1 an. Ça s'est échangé entre copains streamers à l'époque de Moonlight et tout ça. On en parlait parce que justement bah, c'est contre-intuitif. On se disait aussi, comme ça se dit de manière assez récurrente hein, d'ailleurs, que vers 17h, entre 17h et 19h, c'est pas mal pour faire sortir des vidéos parce que les gens sortent du travail et compagnie. Mais au final, il n'y a aucun effet qui sont statistiquement signifiants en termes de vues. Ça change rien du tout. Donc partant de là, moi je les sors à 14 et 15h parce que voilà, 14 et 15h c'est bien. Que ça soit cette heure là ou une autre, ça change rien, donc voilà. Je reprends la lecture. Le chercheur Altmaier rapporte l'exemple de jeunes fondamentalistes religieux qui ici prenaient la Bible de façon littérale, c'est-à-dire croyant que le monde avait été créé en 6 jours par Dieu. Ce n'est pas une allégorie selon eux, mais la vérité. Comme tous à l'école, ils apprennent la théorie de l'évolution. Ils peuvent même avoir de bonnes notes assez courtes. Mais ce n'est pas du tout internalisé. C'est même un contenu totalement rejeté, parce que le milieu social est contre ces idées. Donc, ce serait rejeter leur milieu que de commencer à adopter cette idée d'évolution.
Autrement dit, il n'y a pas d'internalisation possible, car cela sous-tend un risque pour eux pour leurs besoins de proximité sociale, notamment le risque d'être ostracisés. Le cours et le prof peuvent être brillants et passionnants, cela ne changera pas tant qu'ils n'auront pas un autre environnement social, aussi, voire davantage, bienveillant, dans lequel ils peuvent vivre et qu'ils acceptera, avec ou sans religion, avec ou sans internalisation du contenu évolution. Certaines internalisations sont les clés de l'environnement social très fermé. Tant que les personnes les ont, elles sont admises à l'intérieur. Si elles ne les ont pas, ou pas d'une forme attendue, elles sont alors rejetées. La solution est donc qu'il y ait des environnements sociaux qui acceptent quiconque, peu importe les clés qu'ils portent, c'est ouvert. L'environnement social exerce donc une forte influence sur l'internalisation autonome d'un contenu, ou non, mais les processus d'internalisation lui-même est interne à la personne. Une internalisation qui réussit est justement une forte personnalisation du contenu transmis. La personne, fait sien un comportement transmis. Par exemple, l'environnement social peut transmettre la nécessité de faire un acte écologique, le tri des poubelles. Si ce comportement est bien internalisé, parce que l'environnement social aura soigné sa transmission et soutenu les besoins, non seulement la personne triera ses poubelles avec des sentiments positifs, peut-être même qu'elle généralisera le comportement écologique, par exemple en se renseignant sur d'autres actes écologiques, sur comment les faire, pourquoi, etc. Puis elle décidera ensuite d'accomplir d'autres actes écologiques, comme la réduction des déchets par exemple. Une internalisation réussie fait que le comportement est à durée indéterminée, réalisé sans pénibilité, efficacement. De plus, la personne s'approprie le comportement et peut potentiellement la développer, la complexifier, être créative à partir du contenu internalisé, ce qui va développer non seulement son existence mais également celle des proches, voire de ses environnements sociaux proximaux et distaux. Le contenu internalisé se connecte à d'autres pans, là où des internalisations en échec déconnectent, ferment à des pans, à des champs d'apprentissage, à des environnements sociaux, enferment dans certaines bulles. Nous sommes tous des trolls depuis qu'on est né. Discutable. Discutable. Hautement discutable. Oh la pépette. Alors attendez. On va faire un plan 4 cam. On va faire un plan 4 cam. Où est ma souris? Ma souris. Hop là. Ah, hop là. Regardez la petite pépette là. Regardez comme elle est pépette. Après, je peux changer la musique, hein, Coco. Hop. Voilà. Tu n'entendras plus la musique. Vous avez vu comme elle est belle, la pupuce? Eh, dites. Vous avez vu comme elle est belle, la pupuce? Franchement, c'est pas la plus belle? Hein? C'est pas la plus belle? Brindille. Pupuce, coucou. C'est toi la plus belle, hein? Moi aussi, toi. Désolé, c'est tout plein d'aigus et ça commence à me donner un petit mal de tête. Non, mais y a pas de souci, hein. Si la musique vous dérange ou quoi, vous me le dites, hein. Y a pas de mal, hein. On voit qu'elle mange bien. Ouais, hein. Ça se voit qu'elle a une marraine exceptionnelle. Dis donc, la goupille, t'es un peu en train de te lancer des fleurs, là? Oh, c'est dur la vie de chat. Oh là là, c'est dur la vie de chat. Ah bah oui, les croquettes, hein. Ah bah oui, les croquettes, hein. C'est bon les croquettes? Ça plaît les croquettes, hein? Ah bah oui, ça plaît les croquettes, hein? Bah oui que ça plaît les croquettes. Oh là là, les croquettes. Oh là 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 là. Ma petite puce. Oh. Bah oui, hein. Je dois l'emmerder à tout le temps vouloir lui faire des câlins et tout ça. Bon voilà, pardon. Un petit passage 4 cam, mais en même temps, elle est trop choupie. Elle est trop choupie. Voilà. Elle est trop choupie. C'est scientifique, elle est trop choupie. Tiens d'ailleurs, je sais pas où sont les autres par contre. Ils doivent être planqués dans la chambre potentiellement. So, reprenons. L'environnement social a donc un rôle d'étincelle plus ou moins intense, efficace, mais c'est l'individu, son internalisation, son appropriation autonome et singulière qui en fera un feu. L'internalisation peut se représenter sur un continuum de l'absence d'internalisation, la motivation, à une plus grande qualité d'intégration d'un comportement, d'une valeur, etc. Voire page suivante. Ainsi, plus l'intégration est de bonne qualité, plus l'individu est autonome et s'autodétermine, régulation intégrée, moins elle est de bonne qualité, plus l'individu est non autonome face au comportement. Cependant, bien qu'on représente le processus d'internalisation par toutes ces étapes, la personne peut être directement amotivée par un comportement et ne jamais de sa vie être motivée par celui-ci.
Par exemple, torturer quelqu'un. On retombe sur les choses qu'il ne faut pas internaliser. Donc on reprend, il ne faut pas internaliser donc la torture, il ne faut pas internaliser le fait d'oppresser les gens, il ne faut pas internaliser le fait de faire des discriminations, il ne faut pas internaliser le fait de faire des meurtres. Hein? J'espère que vous avez bien retenu la leçon, hein, sans déconner. Hein. Il faut pas faire du mal aux autres, c'est pas bien. Il faut pas être motivé par ça. Hein. Faut pas trouver que c'est bien. Sinon je vous juge salement. Hein. Tout comme, dès la présentation d'un comportement, être en régulation identifiée, puis après réflexion, être en régulation intégrée. Le contexte extérieur peut changer les internalisations des personnes, sans pour autant que ce soit manipulatoire, autoritaire ou exploiteur, mais simplement lié à des circonstances particulières. Par exemple, une personne qui se lie de façon très tactile les autres, par régulation intégrée, il aime exprimer sa sympathie de façon très claire à ceux qu'elle apprécie. Peut avoir changé cette régulation durant la pandémie en décidant d'exprimer sa sympathie non par les gestes mais par la voix, par le temps employé, pour que l'appréciation passe malgré les règles légitimes de distance physique et de port du masque. Nous allons donc maintenant explorer tout ce continuum en commençant par l'échec de l'internalisation d'un contenu ou son refus, qu'est la motivation. Mais je ne fais pas de mal physique, juste moralement sur la goupille. Mais quel enfer! Mais quel enfer! Ici on s'envoie de l'amour, ok? On s'envoie des petits câlins. Regardez, on vient prendre les jolies petites emotes. Zonia a fait de magnifiques emotes, hein, donc on va les utiliser. Et on s'envoie des cœurs. Voilà, envoyez-vous des cœurs, c'est mieux. C'est plus mignon. D'abord. Théorie de l'intégration organismique, mini-théorie inclue dans les théories de l'autodétermination, Deci et Ryan en 75-2017. Donc, vous avez le type de motivation, motivation intrinsèque, motivation, hop, sur le bon plan c'est mieux, extrinsèque, à motivation plus plus. Vous avez les formes de régulation, et merci beaucoup pour la petite beats. Dipémine Mexemer Trigger, Dipémine Mexemer Trigger, Dipémine Mexemer Trigger, Dipémine Mexemer Trigger, Dem Mexemer Tefugere de gauche, Dipémine Mexemer Trigger, Dipémine Mexemer Trigger, Dipémine Cheer 1. Merci beaucoup pour la petite beats. Vous aimez bien jouer avec la synthèse vocale, hein? Elle vous plaît la synthèse vocale, hein? Décidément, quand elle doit dire les emotes, c'est incroyable, c'est parfait, c'est magnifique. C'est magnifique cette synthèse, elle est incroyable. Donc, nous disions forme de régulation. Dans le cas de la motivation intrinsèque, vous avez une régulation intrinsèque. Dans le cas de la motivation extrinsèque, vous avez la régulation intégrée, la régulation identifiée fermée, la régulation introjectée, la régulation externe. Dans le cas de la motivation qui n'est pas autodéterminée, absence de régulation. Dans le cas de la motivation qui est autodéterminée, vous avez la régulation intégrée. Après, vous avez la causalité. Dans la motivation intrinsèque, du coup, avec la forme de régulation intrinsèque, vous avez une causalité interne. Dans le cas de la motivation extrinsèque, régulation intégrée, c'est interne. Dans le cas de la motivation extrinsèque, régulation identifiée, c'est plutôt interne. Donc on est sur une nuance hein, qui n'est pas sans raison. Dans le cas de la motivation extrinsèque, régulation identifiée fermée, interne et externe. Dans le cas de la motivation extrinsèque, régulation introjectée, plutôt externe. Dans le cas de la motivation extrinsèque, régulation externe, externe. Dans le cas de la motivation non autodéterminée, absence de régulation, donc ni interne ni externe. Dans le cas de la motivation autodéterminée, vous avez une régulation intégrée interne. Et donc, vous avez pourquoi le comportement est fait, par intérêt, plaisir, satisfaction qui en découle directement, ce qui est normal puisque c'est intégré, c'est interne, voilà. Parce qu'il est en parfaite harmonie avec les valeurs et les principes de l'individu, parce que la personne s'identifie au comportement, à l'activité et la valorise, parce que la personne s'identifie au comportement de façon défensive, fermée, compartimentée, conflit interne, pour éviter la culpabilité ou la honte, être bien perçu, satisfaire des attentes sociales, pour faire face à des pressions externes, obtenir une récompense, éviter une punition. Le comportement n'est pas fait, résignation, impuissance acquise, dévalorisation, ou le comportement n'est pas fait parce qu'il est en disharmonie avec les valeurs et les principes de l'individu. Voilà. Plus c'est clair, plus le comportement est autodéterminé, plus la motivation est autonome, le comportement sera durable, efficace, flexible. Plus c'est foncé, plus le comportement est déterminé par l'extérieur, plus la motivation est non autonome, le comportement sera à court terme peu efficace, rigide. Voilà. Et donc vous avez des rajouts qui sont donc la motivation après l'expérience de Von Stinkist, Lens DeWitt en 2005, et vous avez le rajout de où est la première étoile?
La régulation identifiée fermée, qui est ajout basé sur l'expérience de Weinstein, Ryan, Dehaene, Pribilisky, Legate en 2012 et Deci et Ryan en 2017. Voilà. Donc petit schéma qui explique bien, qui fait un bon récap, tout simplement. Pourquoi des personnes n'internalisent pas certaines demandes, sont démotivées? La motivation. La motivation désigne une absence de motivation pour un comportement, pour une action, le suivi d'une règle, une norme, une tâche, etc. Cette amotivation s'exprime lorsqu'un individu ne trouve ni valeur, ni récompense, ni signification à un acte qu'il n'a pas l'intention d'accomplir. Dans le cas d'une amotivation pour un bon contenu, répondant positivement à la fois aux besoins fondamentaux de l'individu et des environnements sociaux, cela peut être issu de la perception qu'il a de manquer de compétences quant à la réalisation de l'acte. Par exemple, une amotivation d'un élève à apprendre une matière car il se pense incapable de réussir. Du sentiment de ne pas être à l'origine des actes, donc de n'avoir aucun contrôle sur les résultats de leur action. Par exemple, quelqu'un qui ne cherche pas à faire des rencontres malgré un célibat qui lui pèse, car il pense que la personne ne sera séduite que par un certain physique qui n'est pas le sien, et donc qu'il n'y a strictement rien à faire. Cette amotivation est proche d'un concept d'impuissance acquise, ou impuissance apprise, résignation acquise, qui désigne un sentiment d'impuissance permanente parce que l'individu a été dans une situation dans laquelle il ne pouvait pas agir, ne pouvait pas s'échapper. En cela, cette amotivation est proche de la dépression, de l'anxiété, du désespoir et globalement de la souffrance psychique. Mais la motivation peut être également autonome, volontaire et réfléchie. Il y a une absence d'intérêt pour le comportement. La personne n'y met pas de valeur et choisit de ne pas le faire. Par exemple, ce sont des soldats qui refusent l'ordre d'abattre des civils. C'est une amotivation autonome, réfléchie, volontaire. C'est très bien, ça, il faut le faire. Il faut pas le faire du coup, si. Vous avez compris qu'il faut le faire, de ne pas le faire. On se comprend, vous, moi, voilà, parfait. Ainsi, selon la situation, la motivation n'est pas forcément négative et peut même être révélatrice d'une grande autonomie, où la personne se sent à l'origine de ses actes, veut les contrôler ainsi que leurs conséquences et a des motivations prosociales plus fortes. Autrement dit, ce qu'on appelle démotivation dans le langage courant peut être dû à une mauvaise interprétation des comportements d'une personne. On peut donner l'exemple des employés très peu productifs du STO, le service du travail obligatoire, durant l'occupation nazie, qui selon le point de vue nazi, apparaît certainement comme très démotivés ou incompétents. Mais selon un document de l'OSS, on voit que cette démotivation était au contraire une grande motivation à résister aux nazis au quotidien. C'était une incompétence et une improductivité active, autodéterminée. On peut également prendre un exemple plus contemporain concernant la démotivation à travailler. Donc Van Steenkist, Lens DeWitt en 2005 ont soulevé la possibilité que certaines des attitudes apparemment passives vis-à-vis de la recherche d'emploi puissent être intentionnellement motivées. Au lieu d'avoir simplement perdu leur motivation à chercher un emploi, les chômeurs pourraient avoir une certaine motivation à ne pas chercher. Les chercheurs ont donc développé une échelle évaluant la motivation autonome et contrôlée des gens à ne pas chercher un emploi. Et effectivement, il y avait chez certains chômeurs, ici belges, une motivation autonome à ne pas chercher un emploi qui était liée à des aspirations non extrinsèques, à une volonté de vivre plus simplement en travaillant moins, une volonté d'éviter les expériences négatives et un pessimisme concernant le monde du travail et les expériences à disposition. Comment la motivation peut-elle être qualifiée peut-être... Je vais boire un coup. C'est mieux. Comment la motivation peut-elle être de qualité médiocre? Régulation externe, régulation introjectée. Dans le langage courant, on a tendance à réduire la motivation à sa caractéristique la plus positive, qui est l'entrain à faire une tâche, à adopter ou à ne pas adopter un comportement, et à la voir comme une question uniquement individuelle, déconnectée des situations et des éléments extérieurs. Or, bon nombre de comportements, actions, valeurs, règles sont faits et suivis non pas parce que l'individu est motivé à le faire de façon purement individuelle, mais à cause d'une contrainte extérieure ou d'un tyran intériorisé. L'action est alors réalisée ou suivie avec un ressentiment, une aliénation, une résignation ou un conflit mental. Ce sont des motivations dites non autonomes parce que ce sont des motivations qui sont poussées par d'autres, par la famille, par les pairs, par les institutions, par l'autorité, par la culture, etc. Ou alors déterminées intérieurement par peur ou imagination du jugement d'autrui. Peur de la honte, peur de l'exclusion, peur de perdre son image supérieure auprès d'autrui, peur d'être mal perçu, volonté de garder une image supériorisée, valorisée auprès d'autrui. Comme on l'a vu précédemment, ces motivations non autonomes, donc de qualité médiocre, peuvent être un problème de capacité. Un enfant de 18 mois ne peut pas comprendre
assimiler complètement la valeur, l'utilité sociale d'un comportement de silence. Il se contentera d'obéir pour éviter une désapprobation parentale, mais n'internalisera pas. Par exemple, il ne sera pas de lui-même silencieux à la bibliothèque, même s'il a appris à l'être durant les repas, parce qu'il ne comprend pas la valeur de ne pas déconcentrer autrui lorsqu'il lit, travaille, etc. Que porte cette demande de silence? C'est une valeur qui mettra du temps à s'installer, car elle demande une maturité. Il y a donc deux motivations non autonomes dans la théorie de l'autodétermination, la régulation externe et la régulation introjectée. La régulation externe. L'individu en régulation externe agit sous la pression directe de l'environnement social. Il obéit pour éviter la punition ou les menaces, pour avoir les récompenses ou les faveurs de l'environnement social. Dès lors que le contrôle et la surveillance de l'environnement social disparaissent, le comportement disparaît. L'action n'est pas du tout intériorisée, n'est identifiée, synthétisée avec lui, ce qui est une bonne ou une mauvaise chose selon la nature du comportement demandé. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'adhésion personnelle au comportement, lorsque l'individu est en régulation externe. J'ai un dilemme. Pourquoi est-ce que tu as un dilemme, Castigmat? Dis-nous tout. Dis-nous tout. Alors n'écris pas tout dans le chat parce que ça n'a pas de sens, mais... mais vas-y, dis-nous. Est-ce que je fais une sieste ou est-ce que je continue de regarder le live? Je vais pas couper dans longtemps. Là, je finis un peu ça et je pense que maximum d'ici un quart d'heure, on arrêtera le stream parce qu'il faut que j'aille faire des choses. En gros, je dois passer à la poste pour récupérer un dossier qui ne peut pas... Enfin, qui est en... Ah, merde. Faut que ce soit moi qui récupère le dossier, quoi. Bref, donc du coup, dans tous les cas, on va pas continuer longtemps. Donc à la limite, si tu veux continuer à regarder le live, sache que d'ici 10-15 minutes, c'est fini grand max. Donc voilà. Je vais aller sur Hades en attendant, pas de soucis. Bon Hades. Pour reprendre l'exemple de l'enfant, il va être silencieux quand ses parents vont le lui demander ou par crainte d'être puni ou encore pour être félicité et récompensé. Dès que les parents disparaissent, il arrête le comportement, mais il ne fera pas le comportement de silence de façon autonome, par exemple en voyant que le climat social nécessite du calme. Peut-être parce qu'il est trop jeune pour avoir les capacités de comprendre, peut-être parce qu'il ne comprend pas la demande de silence, peut-être parce que les parents ont transmis cette requête d'une façon qui ne permet pas l'internalisation, absence d'explication, menace, atteinte aux besoins, etc. De quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez comme message parce que c'est trop loin dans le chat avant et du coup je ne vois pas quel message tu as répondu. La régulation externe est une motivation extrinsèque, totalement guidée vers l'extérieur, via la punition et la récompense. C'est un comportement obtenu de façon totalement instrumentale qui n'a aucun effet sur la personne qui ne s'investit pas mentalement dans l'action. Elle est comme un pion, le fait par contrainte ou pour un résultat tout autre, et peut même parfois désapprouver totalement l'action qu'elle réalise. Elle fait l'action sans engagement ni connexion personnelle. Le problème de cette motivation n'est pas l'efficacité sur le court terme pour l'environnement social, car de puissantes récompenses ou punitions peuvent contrôler le comportement d'une personne. Par exemple, si on propose 1 million d'euros ou qu'on menace de mort un individu pour qu'il danse nu sur la place publique, alors il le fera sans doute. Mais il ne sera pas motivé pour faire ce comportement de danse sans récompense ou punition, notamment parce qu'il y a un fort risque de sapage de la proximité sociale, l'environnement jugeant négativement ce comportement, voire le punissant. Ainsi, menacées de punition ou de récompense, les personnes pour qu'elles adoptent un comportement à long terme lié à la santé, à la nutrition, le sport, l'écologie, l'absence de discrimination, la prosocialité, est parfaitement inefficace, voire produit les effets inverses, parce qu'être sous régulation externe est pénible pour l'individu. A noter que c'est en plus une stratégie coûteuse pour l'environnement social en termes de temps, de surveillance, de pénibilité pour les superviseurs, qui sont eux aussi privés de leur autonomie, de la satisfaction de leurs besoins de proximité sociale et de compétences par ce mode motivationnel puisqu'ils sont forcés à l'autoritarisme. On verra plus largement les effets de récompense et de punition dans le chapitre suivant. A noter que les obéissants dans l'expérience de Milgram sont en régulation externe, et on reviendra dessus en extension. La régulation introjectée. La personne agit sous une pression qui est internalisée et qui s'exprime dans la personne comme « tu dois faire ça »,« tu es nul si tu ne fais pas ça ». Cette motivation est surtout une course contre la honte et la culpabilité et sert à satisfaire un environnement extérieur passé ou présent. L'individu peut penser que ce sont ses propres standards, alors que non. Dans la pensée de l'individu, on pourrait imaginer par rapport à l'écologie des introjections qui seraient des choses comme « tu devrais avoir honte de ne pas avoir bien trié les poubelles ». Si j'utilise ma voiture pour faire ce petit trajet, un tel va me trouver vraiment faible. Elle pourrait concerner le jugement d'autrui. Ces gens devraient avoir honte de ne pas trier leurs poubelles. Les gens sont vraiment nuls de prendre leur voiture pour de si petits trajets, qui montre aussi une forme d'introjection. Il n'y a pas une réflexion intériorisée sur la question ni de synthèse avec soi, ses désirs, sa vie, etc.
L'élément manquant est la décision personnelle et sourcée quant au comportement, que ce soit pour le rejeter, y adhérer ou le modeler à sa façon, à sa créativité. Il s'agit d'un contrôle par un environnement extérieur, passé ou présent, direct ou indirect, peut-être ici à l'intégration de discours injonctifs et culpabilisants durant l'enfance et l'adolescence, mais répétés dans et par la personne. La présence de l'autorité n'est pas nécessaire. Ce mode de motivation et régulation introjectée est extrêmement répandu. Certains chercheurs pensent que c'est l'un des élans les plus courants dans la vie des personnes dans certaines sociétés. C'est une motivation extrinsèque, sous contrôle de l'extérieur, injectée dans la personne. Elle n'a souvent pas conscience de cette injonction et la prend pour sa pensée en propre, alors qu'au contraire elle n'a pas été pleinement inspectée par la conscience via la réflexion et qu'il n'y a pas pu y avoir de pleine décision à ce sujet, donc ce n'est pas intégré ou rejeté pleinement. L'aspect positif de cette motivation extrinsèque est que cela peut conduire à un perfectionnisme introjecté qui conduit à certaines formes d'estime de soi, de satisfaction, de fierté. Il y a un bénéfice pour l'ego quand il y a réussite, mais un mal-être s'il y a échec. J'ai dit que les chats choupis ont des marraines choupies, Castimate me dit que la marraine de Cendrillon n'est pas choupie, mais déjà Cendrillon n'est pas un chat, et quand la choupitude de sa marraine, c'est pas vraiment précisé, celle de Perrault est mignonne. D'accord. Vous parlez de Cendrillon et de la marraine de Cendrillon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette motivation est plus durable que la régulation externe, parce que l'autorité n'a nul besoin d'être présente. La personne se donne des ordres elle-même, s'oppresse elle-même, s'évalue elle-même de façon conditionnelle. Si je ne fais pas ça, je ne vaux rien. Ainsi, plus il y a introjection, plus l'estime de soi est instable, fluctue au gré des résultats. Autrement dit, la personne se sent nulle et sans valeur si elle ne fait pas le comportement introjecté, si elle n'arrive pas à remplir telle tâche, telle condition. La réussite d'une introjection provoque de l'orgueil et l'échec de la culpabilité. Et bah là, typiquement, vous voyez, j'ai un parallèle très simple. Moi, quand je stream, j'ai très bien, eu une petite, injection d'une certaine vision des choses qui clairement n'a pas été intégrée, pas pleinement en tout cas. Puisque s'il y a peu de gens qui parlent de chat, si j'ai des résultats à la fin, quand j'ai le mail qui me dit en fait on a été en moyenne temps, si c'est pas chaque jour un peu plus haut, et ça ne peut pas être chaque jour un peu plus haut, en passant rationnellement ça ne peut pas l'être, bref, je me sens comme une grosse merde et je me dis putain je suis vraiment un streamer de merde. J'arrive pas à attirer les gens, j'arrive pas à intéresser les gens, putain je suis vraiment nul. Et pourquoi? Parce que t'as une vision en fait dans le streaming et dans le monde du travail en général qu'il faut que tu réussisses toujours plus. Il faut que tu fasses du chiffre, il faut que tu aies un impact de plus en plus grand. Quand tu fais des trucs au travail, il faut que tu sois de plus en plus efficace. Et du coup, ça se traduit comme ça chez moi. Pourtant, si je prends le temps d'un petit peu réfléchir à la question, c'est stupide. Putain de merde, ça n'a aucun sens. Mais là, tu vois que justement, je suis en pleine putain de de régulation introjectée. Parce que du coup, je me dis systématiquement, ah tiens, là, le mail, il me dit -2 en moyenne. Ah bah, c'est que je suis mauvais. Ah putain, c'est vraiment que je suis pas bon. J'ai pas fait un bon stream. Bon, il y a eu, si ça se trouve, 8 personnes en constant pendant 7 heures avec moi en stream, hein, ce qui déjà est énorme. Mais je vais me dire, bah ouais, mais on n'a pas atteint 10. Et puis en plus, l'année dernière, on était 20. Pourquoi est-ce qu'on est moins maintenant ? Vous voyez ce genre de réaction débile? Et c'est là où tu te dis, bah ouais, en fait, t'es exactement là-dedans. T'es exactement dans une régulation qui est introjectée, mais par contre, tu l'as pas intégrée, en fait. C'est une projection qui vient de l'extérieur, que t'as mis dedans, t'as fait d'accord, je la prends. Mais en fait, t'as jamais pris le temps de te dire, est-ce que vraiment je suis d'accord avec? Est-ce que vraiment c'est une bonne manière d'évaluer mes compétences et une bonne manière d'évaluer si je fais quelque chose de bien ou pas? Bref, coucou San, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. T'arrives un peu sur la fin, on va pas trop tarder à se quitter. Je finis ça en fait et on va couper. Mais tu peux dire bonjour à YouTube, regarde, hop, YouTube est là. Bonjour YouTube. YouTube, Twitch, voilà, Twitch, tu peux dire bonjour, Twitch, tu peux dire bonjour à YouTube. YouTube, tu peux dire bonjour à Twitch, mais il te verra pas, ça n'a pas de sens. Bref, voilà. Alors que la vérité, c'est juste que l'algo de Twitch qui est trop obscur. Ouais, non mais ouais, c'est un enfer, mais... Bref, t'as des gens qui sont pas mis en avant, des fois tu sais pas pourquoi t'es mis en avant. Genre une fois j'étais mis en avant et du coup il y a un certain Manuel Ferrara qui a débarqué avec 700 personnes. Moi j'étais là en mode on était 5, on est 705. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et depuis je disparais. Je suis plus dans les trucs. Tu sais pas pourquoi. Voilà. La magie. J'aime ce qui n'a pas de sens. Ouais, on va dire ça. Bref, ma foi. Reprenons le texte.
Cette motivation, non pardon. Ainsi, plus il y a une introjection, plus l'estime de soi est instable, fluctue au gré des résultats. Autrement dit, la personne se sent nulle et sans valeur. Tiens, ça m'éveille quelque chose. Oh, ça m'éveille quelque chose. Si elle ne fait pas le comportement introjecté, si elle n'arrive pas à remplir cette tâche, une certaine condition... Ah, je sens pas du tout d'écho, c'est faux. La réussite d'une introjection provoque de l'orgueil et l'échec de la culpabilité. Sous régulation par introjection, il y a projection, c'est-à-dire que les individus projettent leur approbation sur un résultat. Je serai un élève respectable quand ma moyenne sera à 16, sinon je suis mauvais. Je serai un bon streamer si on arrive à de nouveau être à 20 en moyenne, sinon c'est que je suis mauvais. On voit pas du tout d'écho, hein. Cette projection peut s'exprimer par le jugement d'autrui. L'élève peut considérer comme nuls les autres ayant moins de 16 de moyenne et il projette des critères de son auto-évaluation sur autrui et juge en fonction de ces critères. Les comportements introjectés sont alimentés par les sentiments de valeur, de fierté ou d'inflation de l'ego. J'ai réussi, donc je vaux plus qu'eux. Ils sont souvent dus au regard conditionné d'autrui durant le développement. Être aimé, recevoir de l'attention uniquement lorsqu'on réussit certaines conditions. Non. Ainsi, certaines formes de self-control ne sont pas autonomes. Il y a un contrôle de soi dynamique, mais la personne se sent obligée de se comporter ainsi. Donc ce n'est pas de l'autodétermination. Les chercheurs parlent d'inflation de l'ego. Les objectifs extérieurs sont adoptés avec un contrôle intérieur fort, dicte le comportement de la personne. Mais celle-ci n'a pas vérifié si cela collait à ses buts, à ses désirs, à ses besoins, à ses valeurs, à sa situation. Ah. Pourquoi est-ce que le bouquin, il parle trop de moi? Pourquoi? Je file. Eh ben des bisous, des bisous, des bisous. L'introjection devient une partie de la personne. Certaines situations peuvent catalyser cette régulation introjectée. Par exemple, en situation d'implication de l'ego, on a un superviseur dirait « Cette tâche va évaluer votre intelligence » ou en situation de comparaison sociale, tu te rends compte que même un enfant arrive mieux que toi, ou encore de compétition. La SDT explique que dans la mesure où les groupes, les individus véhiculent l'idée que la valeur d'une personne dépend de l'affichage de ses biens, son image, ses réalisations ou tout autre attribut non intrinsèque, alors ils contribuent à mettre la personne en régulation introjectée et jouent avec la vulnérabilité de l'estime de soi. Pour le dire autrement, la personne n'adhère pas pleinement au comportement. Elle le prend néanmoins en compte, voit son importance, mais uniquement au regard de la pression sociale à son sujet. Elle fait le comportement par pression sociale, sans forcément se rendre compte qu'il est déterminé non par elle, mais par la pression sociale. Il y a encore beaucoup de texte ou pas pour cette partie? Ouais, non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter donc sur les effets des introjections. Voilà, on est page 216. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as apprécié cette VOD. Pour aujourd'hui, c'est fini. Voilà, c'est fini. Je te dis à très bientôt pour la suite de la lecture. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.